Bonsoir allô. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de quelque chose de très intéressant. Comment raconter une histoire dans un discours. L'art du storytelling. Nous sommes tous des orateurs ici et qu'on le veuille ou non, nous avons besoin par moment d'imprégner nos conversations orales, nos discours d'histoire. Nous allons passer 1h30 et nous allons aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre véritablement comment est-ce que ça marche et comment on s'arrange pour pouvoir mettre une histoire dans un discours. Quelle est la trame qui suit l'histoire que nous devons raconter? Avant de commencer, je vais vous présenter une petite histoire en deux phases et vous allez me dire c'est laquelle l'on va retenir le plus longtemps. Je vous présente déjà ça. Est-ce qu'on a un volontaire pour lire? Un volontaire pour lire? Nous n'avons pas de volontaire, personne ne veut lire. Exercice. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on retiendra longtemps? Selon une étude, les entreprises qui favorisent une culture de l'erreur et de l'apprentissage voient leur productivité augmenter de 40% et l'engagement de leurs employés de 55%. C'est un fait avéré. Je me souviens de Sarah, une chef de projet qui vivait dans la terreur de l'échec. Un jour, un de ses juniors a fait une erreur qui a coûté 1 million de francs au projet. Au lieu de le cacher, ils en ont parlé en équipe. Ils ont analysé la faille. Ils ont même rigolé de la situation. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ensuite, l'équipe a développé une solidité incroyable. Les idées folles ont fusé parce que la peur avait disparu. La productivité a grimpé en flèche. Ce, ce junior est aujourd'hui un de leurs meilleurs managers. Cette équipe, en a un, en un an, a dépassé ses objectifs de plus ou moins 50%. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous voyons deux, j'ai envie de dire, fragments de discours. Le premier cas, c'est quelqu'un qui nous fait un discours et qui donne des informations vraies. Dans le deuxième cas, nous avons une histoire, l'histoire de Sarah. Si nous laissons passer, par exemple, 24 heures, est-ce que vous pensez que c'est l'histoire, la première ou la deuxième, qu'on retiendra encore? Supposons qu'il y a un discours, il y a beaucoup d'informations, comme les pourcentages, les données chiffrées. Et puis nous avons une deuxième histoire ou un deuxième discours où nous avons une histoire racontée telle qu'elle est, telle que l'histoire de Sarah. Selon vous, laquelle sera gardée en mémoire le plus longtemps possible? Laquelle sera gardée en mémoire le plus longtemps possible? Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez ouvrir votre micro. L'histoire de Sarah. L'histoire de Sarah. Parce que, en réalité, le cerveau retient des visages, retient des noms.
et retient les faits que l'on a l'habitude de voir tous les jours. Il y a un scientifique qui a mené des études. Mais avant d'arriver sur l'étude du scientifique, je vais vous demander si vous reconnaissez ce film. Est-ce que l'un de vous l'a déjà regardé? Moi, non. Panda, l'histoire de Panda. Personne ne connaît ce film? D'accord, donc nous Pan- avançons vers d'autres. Celui-là, est-ce que vous le reconnaissez? Le premier, c'est Kung Fu Oui. Panda. Le deuxième, c'est quoi? euh, Mowgli, l'histoire de D'accord. Mowgli. Qui d'autre a une proposition sur le deuxième? C'est pas le roi lion? D'accord. C'est plutôt le roi lion. C'est Simba Ok. le roi lion. Ce film, qui l'a regardé? Moi? Oui, c'est quel film? Matrice? Matrix, d'accord. Et celui-là? Moi? D'accord. Prison Break? Prison Break. Les autres, est-ce que ce dernier, je pense que c'est Sarah qui est très film ici, apparemment. Ou bien quel genre de film vous regardez? Et ce dernier, qui reconnaît? D'accord. Le dernier, c'est Game of Thrones. Yeah, c'est ce que je voulais dire. Le dernier, c'est Game of Thrones. J'ai envie de dire, heureusement ou malheureusement, vous n'avez pas suivi ces films, mais dans tous ces films que j'ai eu à mettre, il y a l'histoire de quelqu'un qui commence au début du film et qui va jusqu'à la fin du film. Peut-être ceux qui n'ont pas regardé ces films que j'ai eu à mettre ont regardé d'autres types de films où on a l'histoire d'un héros. Si vous avez regardé des films où on parle d'un héros, notez les noms pour qu'on puisse voir et confirmer avec vous si cela suit la trame que l'on souhaite présenter aujourd'hui. En réalité, il y a une trame que l'on suit. Si vous regardez le schéma que j'ai mis sur le côté droit, il y a en haut ce qui est connu. Je vais utiliser le stylet. Donc, nous avons ce qui est connu et puis nous avons l'inconnu. Tout ce qui est en bas ici est inconnu au départ. Nous avons notre bonhomme qui est le héros qui va recevoir un appel à l'aventure. Il va sortir de sa zone de confort. Il est là, il est tranquille, il vit sa vie normalement. Et puis, quelque chose va se passer. Il peut refuser. La chose va partir. Ça va revenir encore pour venir comme si ça le tirait. C'est sa mission. C'est à lui de faire tout cela. Il aura probablement une aide surnaturelle. Après, un ange gardien, si possible. Il va franchir le seuil. Il va rentrer dans l'inconnu. Ça va être le début, en fait, de la transformation. Il pourra être aidé soit par des mentors ou par, en tout cas, quoi que ce soit, ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il arrive au fond du tunnel ou bien au fond du trou ou au fond du puits. Ça pourrait être la mort carrément pour certains. Si on prend le cas de Jésus-Christ, par exemple, ça va être la mort. On va aller vers une transformation, une réparation, et puis on va revenir dans le connu avec, j'ai envie de dire, une personne transformée qui va venir corriger tout ce qu'il y avait comme problème, et puis le calme va revenir dans notre monde. Donc voilà en fait la trame qu'on appelait le voyage du héros. Et c'est ce que tout le monde en fait essaie de respecter, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres. Bon, je vais prendre quelques exemples de livres. Qui a regardé, enfin, qui a lu L'Alchimiste de Paulo Coelho? Bon, les films, on n'a pas eu beaucoup de personnes. Les livres, est-ce qu'on a personne aussi?
sais, on l'a lu. L'alchimiste, oui. D'accord. L'alchimiste, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'alchimiste? Si vous vous souvenez, bien sûr. Ben, c'est une aventure. Il part d'un endroit et D'accord. Donc, l'alchimiste, c'est l'histoire de quelqu'un, un berger, qui vivait tranquillement chez lui et qui va avoir une information disant qu'au pied des montagnes, il y a un trésor immense. Donc, le monsieur va venir vendre tous ses moutons qu'il avait et puis va partir à l'aventure. Arrivé, enfin, avant d'arriver là-bas, il va avoir beaucoup de problèmes sur la route, on va le voler, il va se mettre à travailler pendant des années pour d'autres personnes, jusqu'à ce qu'il arrive au pied des pyramides en question. Et c'est là-bas qu'il va voir comme une autre révélation, lui disant que là, exactement là où il était, c'est là que se trouvait le trésor. Là où il dormait tous les jours, en fait, il se couchait tous les jours sur le trésor. Donc, il va revenir pour venir bénéficier de ce trésor-là. Et tout ce voyage-là, en réalité, va transformer le personnage. Vous avez sûrement lu ou écouté, pour ceux qui ont utilisé les livres audio, L'homme le plus riche de Babylone. C'est un peu les mêmes histoires. Donc, nous avons toujours l'histoire d'un héros qui part et qui revient. D'accord. Maintenant que, j'espère que ça c'est clair, hein. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop dans votre assiette. C'est parfait, des termes. D'accord, super. Maintenant que nous avons cette première information, nous allons aller vers le scientifique qui a, j'ai envie de dire, classifié un peu ce parcours. On l'appelait Joseph, il s'appelle Joseph Campbell. C'est un scientifique américain. Je crois que j'avais mis son nom en dehors que ce n'est pas sorti sur le PowerPoint. Dramaturge. Et c'est lui qui a, ça existait avant, mais c'est lui qui a formalisé, voilà, sous cette nouvelle formule, la formule qui est plus utilisée, c'est lui qui l'a fait sortir. Donc, pour lui, il a noté 12 étapes du voyage du héros. Euh, si vous voulez faire des recherches, vous pouvez mettre Voyage du héros de Joseph Campbell ou bien on appelle ça aussi beaucoup le monomythe de Joseph Campbell. Il y a le monde ordinaire. C'est un peu ce que je vous avais expliqué. Le héros est présenté dans son environnement habituel. Donc, tout va bien. Il est dans son environnement habituel avec ses proches. Il a ses faiblesses et il fait ses besoins normalement. On va recevoir l'appel à l'aventure qui va être un problème qui survient, qui va pousser le héros à quitter son cadre habituel. Le refus de l'appel, donc le héros hésite ou refuse d'abord ce changement. Il va avoir une rencontre avec un mentor, donc une figure qui va venir l'aider à accepter et même à se préparer. Il va franchir le seuil, quitter le monde ordinaire pour entrer dans le monde nouveau. Il aura les tests, il aura des alliés, il aura des ennemis, un peu comme pour, le monsieur de Prison Break qui vivait tranquillement sa vie, qui va décider d'aller dans l'endroit carcéral pour faire évader son père, enfin son frère. Donc, arrivé là-bas, il aura des amis, mais il aura aussi des ennemis. Il va affronter plusieurs épreuves. Après cela, on aura l'approche de la caverne. Donc, le héros se prépare à affronter un grand danger, le plus grand des dangers. L'épreuve suprême, si on prend pour le cas de Simba, le roi lion, ça va être le lion qui
l'a chassé et qui a tué son père. Donc, dans plusieurs films, c'est comme ça. L'épreuve suprême, moment critique où le héros affronte sa plus grande peur ou un ennemi très puissant. Et puis, on a la récompense. Après avoir réussi, le héros obtient un trésor, une reconnaissance ou bien une transformation. Donc, ça, c'est le monomythe de Joseph Campbell. Maintenant, pour nous, pourquoi est-ce qu'il est important de raconter des histoires? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de raconter des histoires? Déjà, il faut savoir que dans le cerveau, il y a plusieurs parties, mais nous allons nous intéresser à deux parties seulement. Le cortex préfrontal et le système limbique. L'image qui est à côté vous montre exactement là où ça se trouve. Le cortex préfrontal, lui, il analyse, il critique, il traite la logique et les chiffres. Quand vous lui donnez des faits bruts, il travaille. C'est vrai, il peut se fatiguer, il peut contester ou bien il peut décrocher. Le cortex frontal, lui, voyez-le comme c'est celui qui est rationnel. Il est rationnel. Donc, c'est tout ce qui est chiffres que lui, il calcule. Tout ce qui est calcul, tout ce qui est logique, mathématique. À côté de cela, on a le système limbique. Lui, c'est le siège des émotions, de l'empathie, de la mémoire à long terme et de la prise de décision. Oui, vous avez bien entendu, la prise de décision est largement influencée par l'émotion. Et pour ceux qui sont dans les domaines où on parle de la vente, on va vous dire que le client n'achète pas un produit, mais il achète une sensation. Il achète quoi? Il achète une émotion. Donc, si tu es dans le domaine de la vente et que tu réussis à toucher le système limbique du client ou du potentiel client ou du prospect, il a beaucoup plus de chances à pouvoir conclure la vente en question. Pendant que j'avance, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les noter dans le chat. Comme ça, il y a des petits moments que j'utilise comme pause pour venir regarder et lire. Donc, j'espère que c'est bon, vous avez compris ces deux éléments, le cortex préfrontal et le système limbique. Nous avons trois super pouvoirs en réalité dans le storytelling. Il permet de captiver et de faire, si vous voulez, de faire taire le bruit mental. Parce que nous avons des millions d'informations que notre cerveau reçoit par seconde. Nous avons près de 11 millions d'informations que notre cerveau reçoit par seconde. Ce qui veut dire, nous, on est là, on pense que tout est calme, mais en réalité, tout n'est pas aussi calme chez nous. Parce que le petit vent qui nous touche, le cerveau analyse pour essayer de voir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que ce n'est pas trop frais? Est-ce que ce n'est pas trop chaud? Une histoire crée instantanément un focus naturel parce que nous sommes des êtres affairés. On veut savoir ce qui se passe. On veut savoir la suite de l'histoire. C'est un peu comme un interrupteur d'attention. Le deuxième élément, c'est la connexion qui permet de créer l'empathie et la confiance. Le storytelling libère ce qu'on appelle l'oxytocine. C'est une hormone. L'auditoire se projette dans notre récit et s'identifie. Le résultat, c'est quoi? La connexion humaine qui se renforce. Donc, la connexion entre humains se renforce. Vous qui parlez et ceux qui écoutent. Il y a plus d'émotions, il y a plus d'empathie. La confiance vient naturellement. Et on termine avec le fait de cristalliser, donc c'est-à-dire ancrer dans la mémoire à long terme. On retient 30% d'un concept, mais 70% d'une histoire qui illustre ce concept-là est plus retenu. Donc, entre 30% et 70%, en tout cas, moi, je choisis 70%. Une histoire va créer
des images mentales, alors que le cerveau adore les images. Un bon storytelling fait entrer l'idée dans la tête, mais l'émotion fait qu'elle n'en ressort plus. Ça, c'est un peu l'exercice que nous avons eu à faire au début. Nous n'allons pas reprendre puisqu'il y a d'autres encore devant qui nous attendent. C'était en réalité pour vous montrer, si dans votre discours, vous mettez à dire 40% des entreprises ferment avant 5 ans, 70%, les pourcentages avec les chiffres, en réalité, à la fin, personne ne va retenir ce que vous avez dit. Mais si vous racontez une histoire, même si elle est simple, qu'elle est bien racontée, vous allez voir que les gens vont plus retenir l'histoire que les chiffres. Parce qu'en réalité, quand vous donnez les chiffres, ce n'est pas tant les chiffres qui sont l'information, mais c'est peut-être le problème qui est derrière ces chiffres-là que vous voulez relever. Donc, à travers une histoire, vous pouvez montrer l'importance de cette chose-là. Dans un discours, les histoires ne sont pas forcément des histoires, j'ai envie de dire, vraies à 100%. Une partie de l'histoire peut être vraie. Ou bien même souvent, l'histoire peut être montée de toutes pièces. Ça va dépendre de quel genre d'histoire et dans quel genre de contexte et de situation on va se trouver. Vous pouvez monter une histoire de toutes pièces pour faire passer une idée, mais il faut que l'histoire soit collée à l'idée. Ça, vers la fin, nous allons revenir là-dessus. Mais c'était d'abord pour que vous puissiez pour que vous puissiez savoir que les histoires ne sont pas forcément des histoires vraies à 100%. Donc, avant de planter le décor et de créer l'identification, nous avons le point de départ. Votre mission, c'est de planter le décor, de créer un point d'identification avec l'auditoire. Ici, en fait, j'ai résumé en 3 petits points ce que vous avez à faire. C'est une méthode que j'ai appelée ADC. Donc, le A pour avant, le D pour déclencheur et puis le C pour changement. Le A pour le A pour avant, le D pour déclencheur et puis le C pour changement. Si vous suivez cette méthode simple, vous allez pouvoir raconter des histoires qui vont accrocher. Donc, pour avant, on va dire quoi? Qu'est-ce qui était normal? Qui est-ce que j'étais si je suis le personnage principal? Est-ce que nous avons plusieurs personnages dans mon histoire? Comment était le personnage principal? Est-ce qu'il était confiant, naïf, stressé? Il était vieux, jeune? Il était malade, il était en bonne santé? Donc voilà quelques éléments qu'on va mettre dans le avant. Quel était l'environnement? Quelle était la routine? Quelle était la croyance et quel était l'objectif en ce moment-là du personnage que nous avons comme personnage principal? Si c'est nous-mêmes, donc comment est-ce qu'on était avant que tout ne change? L'élément déclencheur, il faut toujours avoir un élément qui va venir déclencher, qui va venir créer un problème. Il faut toujours qu'on ait un problème, malheureusement. Si on n'a pas de problème, c'est bon, mais j'ai envie de dire que c'est pas trop joli. Parce que l'homme, même par nature, est affairé et aime écouter ou suivre là où il y a des histoires ou des problèmes. Donc, c'est le moment crucial, le cœur battant de votre histoire. C'est l'incident, le défi, la prise de conscience, l'obstacle qui vient tout bouleverser. Et il y a des questions qu'on va pouvoir poser pour avoir la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle a été
l'élément de surprise, de conflit ou de difficulté? Quelle émotion est-ce que j'ai ressenti? Le jet, c'est pour le personnage principal. Quel était l'enjeu? Donc, qu'est-ce que on risquait de perdre ou de gagner? Qu'est-ce que le personnage principal risquait de perdre ou de gagner? Quand on finit avec le déclencheur, on va sur le C qui est changement. C'est la conclusion satisfaisante. Montrez comment vous êtes sorti du déclencheur et surtout en quoi vous avez gagné. Les questions qu'on va se poser, ça va être qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre le problème? Quelle nouvelle compréhension j'ai ou quelle leçon est-ce que j'ai pu tirer? En quoi est-ce que je suis différent maintenant? Et puis, quelle est la morale de cette histoire? Quel est le message clé que mon auditoire doit retenir? Voici la méthode ADC que je vous présente ici maintenant. Nous allons faire maintenant un exercice. Nous sommes sur le C au lieu du D. Oui, on a le A qui est avant, le D qui est déclencheur et puis le C qui est changement. Voici l'exercice. Vous allez choisir une situation, n'importe laquelle, et puis vous allez raconter une toute petite histoire en utilisant ces trois éléments, avant, déclencheur et puis changement. DTM, là où il y a le déclencheur, c'est B. C'est B, on lit D. Je ne comprends pas bien ce que vous dites, Nicole. A, c'est D ou bien B? Déclencheur. Oui, déclencheur. Qu'est-ce que le déclencheur a fait? D, on lit D. D. Bon, j'avoue que je ne comprends pas hein, votre préoccupation. Le déclencheur, ça commence par la lettre D. Ok, d'accord, je vois maintenant. Moi, j'entendais D. Je crois que c'était A, B, C. Non, c'est pas ABC, c'est A, ADC. B, C. D'accord, c'est bon. D comme Daniel. D comme Daniel. Merci. C'est bon, on peut continuer. D'accord. Donc, comme vous aviez la parole, Nicole, vous continuez en même temps avec une petite histoire qui respecte la structure ADC. ADC qui veut se lancer en attendant que Nicole réfléchisse. Je peux essayer. Oui, allons-y, Achille. Bonsoir, DTM. Oui, allons-y. C'est vrai que je n'ai pas suivi le début. D'accord, Oui, je voudrais raconter un peu on y va. euh, mon entrée en sixième D'accord, au collège. ok. OK. Donc, je suis rentrée dans le lycée. Je peux dire le nom du lycée? Bon, je suis rentrée dans le lycée moderne de Kofi Kwadjokoro. Assise sur un banc dans la cour de l'école, toute pensive et toute seule, ne connaissant personne et ne sachant où aller. J'ai vu quelqu'un passer qui n'était pas habillé comme un élève et je me suis dit certainement que c'était quelqu'un de l'administration. Je l'approcha et me présentais à lui comme étant un nouvel élève et qui venait pour le premier jour de classe. Et j'étais toute froide, toute peureuse.
et imaginant un peu sa réaction. Il a été à son tour un peu froid et avant de réagir, et bien avant, j'ai dû moi-même jeter un coup d'œil un peu en arrière et j'ai vu un tableau. Je me suis rapprochée du tableau et j'ai vu mon nom inscrit et au même moment, juste à côté, il y avait une orientation pour suivre en fait les classes et je me suis dirigée vers la salle des classes. D'accord, d'accord, super. Donc, c'est déjà bon. Euh, pour améliorer, on va, par Oui. exemple, retirer tout ce qui est, surtout, j'ai envie de dire, les temps du passé. On va revenir au Oui. présent, comme Ah, si d'accord. j'étais en train de vivre la chose. OK. On va commencer par exemple, situer le cadre. C'était le Mhm. premier jour d'école. J'étais en sixième. Je venais d'arriver dans l'école. Je ne connaissais pas ma classe. Je ne connaissais personne. Toute pensive, j'étais assise sous un arbre à rechercher un visage que je pouvais reconnaître. Mais rien n'y fit. C'est là que je vois un monsieur venir. Pour moi, il s'agissait d'un enseignant. Je m'approche pour me renseigner et le monsieur était autant étonné que moi. J'ai rapidement compris que je m'étais trompé de cible. Peut-être même que je parlais à un ravisseur ou à quelqu'un qui enlève les enfants, quelque chose comme ça. Mais j'ai rapidement reconnu ou j'ai rapidement fait attention et je me suis rapidement éloigné de cet inconnu qui avait un air bizarre. J'ai vu un tableau et j'ai pu retrouver ma classe. Tu vois que je m'arrange à rendre la chose dramatique. Parce que si ça ne l'est pas, l'histoire n'est pas intéressante. Je pourrais même dire que son regard m'a donné froid dans le dos. J'étais resté glacé et j'ai tout de suite pris peur. Est-ce que tu vois un peu? D'accord. Donc, on va donner la parole à Asita qui a besoin de faire l'exercice aussi. Oui, Asita, allons-y. Asita n'est pas à côté. Euh, DTM. Oui, DTM, l'exercice, c'est-à-dire on fait les trois éléments en même temps, l'avant, le déclencheur et le changement. oui, c'est bien On fait cela. ça ensemble. Oui, les OK. trois éléments. OK. Allô, DTM, Oui, allons-y. vous m'entendez? Très bien. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais commencer. Mon histoire, c'est... Je vais commencer par quoi? Dans notre famille, chez nous les Akans, parce que je suis baoulée de Tabo, nous sommes des Racontez Swami. l'histoire. Racontez Et l'histoire. voilà. Depuis toute petite, lorsque nos tantes accouchaient, on voyait nos grandes-mères laver les nouveau-nés. Et elle massait les enfants. Elle les tirait le bras, le pied. On dit, mais, faites doucement. Elle disait, non, l'enfant est fatigué. Il faut qu'on le masse, on le tire. Et quand l'enfant atteignait au moins, le nouveau-né atteignait au moins 3 semaines ou bien un mois, elle commençait les purges. Donc, depuis toute petite, moi, je voyais ça comme un traumatisme déjà. Donc, lorsque je me suis mariée et que
j'ai, j'ai pris ma première grossesse, c'était des jumelles. Donc, comment faire pour échapper? Parce que mes tantes au village se préparaient pour venir laver les bébés. Je ne savais pas comment faire. Je passais souvent des nuits blanches à réfléchir comment faire pour que mes nouveau-nés soient épargnés. Et c'était une grossesse gémellaire. Donc, j'ai contacté une tante qui est lettrée, on va dire émancipée, qui est à Cocody, qui est un peu, on va dire, comme les Blancs. Donc, tout le monde a peur d'elle dans la famille. Donc, j'ai dit, ah, tata, je vais avoir des nouveau-nés. Peut-être que ça serait des prématurés. Étant donné qu'il y a Tantine Guessin qui arrive et Tantine Afoué, elles vont venir avec les médicaments africains et tout. Et moi-même étant agent de santé, je ne pourrais pas m'y opposer parce que lorsque je vais parler, elles vont dire, je suis une Africaine, quand j'étais petite, j'ai subi ça aussi. Pourquoi je ne veux pas que mes enfants subissent cela? Donc, elle a décidé de m'accueillir chez elle pour l'accouchement et j'ai accouché là-bas. Mes tantes sont venues là-bas passer 2 mois avec moi. Et lorsque les bébés sont nés, elle voulait laver les nouveau-nés qui faisaient à peine 1900 grammes. Qui faisaient à peine 1900 grammes. Elles avaient envoyé des médicaments traditionnels pour mettre sur le nombril le bébé et tout. Et ma tante s'est opposée carrément pour dire non. Le pédiatre a dit on va essuyer les bébés jusqu'à 1 mois. On ne va pas leur donner de médicaments traditionnels. On ne va pas mettre quelque chose sur eux jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu matures. Et j'étais vraiment contente. Toutes mes tantes étaient vraiment fâchées, énervées. Elles avaient même préparé des potions pour moi pour que je puisse boire. Mais tout ça m'était interdit parce que les bébés vraiment avaient de petits poids. Donc, je ne pouvais pas prendre de grosses substances comme ça puisque ça passe dans le lait maternel. D'accord. Donc, j'ai pu échapper à leur manigance. Et lorsqu'elles sont retournées au village, elles ont parlé de leur échec à d'autres familles. J'ai reçu des coups de fil. Ah, c'est toi, tu refuses qu'on lave tes bébés là, tes nouveau-nés là, c'est toi là. Tu es devenue blanche. Tu es née ici. D'accord. Mais Ok. Je crois que c'est déjà c'est bon déjà. C'est bon c'est déjà. un Comment peu est-ce ça. qu'on va améliorer ton histoire? Le avant, c'était quoi? Le déclencheur, qu'est-ce que c'est? Quel est le problème qui, j'ai envie de dire, le problème qu'on avait dans ton histoire? Quel était le problème? C'est comment échapper à toutes ces pratiques traditionnelles qui souvent étaient dangereuses pour D'accord. les nouveau-nés. Donc, le problème, c'était les dames qui devaient laver le bébé, qui étaient présentes, qui Mhm, devaient laver le bébé. Donc, le avant, mhm, c'était juste autour de la naissance du bébé. Le bébé est né, les dames sont présentes. mhm, Est-ce que vous voyez? Donc, pour situer le mhm, cadre, on n'a pas besoin d'aller souvent trop loin. mhm. Il faut D'accord, expliquer de façon simple pour qu'on puisse comprendre que d'accord. à la naissance de mes jumeaux, c'était mes premiers bébés. Mhm, Mes tantes sont venues du village. Elles d'accord. ont pour coutume de laver les bébés et de leur administrer certains médicaments traditionnels. Mhm. Tu vois, non? Maintenant, on va Oui. prendre les déclencheurs. Elles ont voulu laver le bébé. Donc, elles se Mhm, sont levées, par exemple, un matin et ont pris le premier bébé. Déjà, elles étaient assises, patati patata, et j'ai trouvé telle formule pour m'opposer à cette pratique. Et à la fin, les bébés n'ont pas pu subir ce que je peux appeler traumatisme. mhm. Voilà comment est-ce que je vais raconter mon histoire, parce que je suis dans un discours ou dans une D'accord. présentation. Donc, il faut D'accord. que ça soit assez court, mais assez consistant pour que les uns et les autres puissent comprendre. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon.
Merci de thème. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a un exemple, oui, une histoire aussi à raconter pour que nous puissions améliorer? Sinon, nous allons avancer un peu. Nous allons avancer avec où trouver les histoires. Je vous pose la question, où trouver les histoires? Comme vous avez la parole, je vous redonne la parole. Asita, allez-y. Asita, allez-y. Où trouver les histoires? Oui, des thèmes. D'accord, allons-y. Dans Hachi, où trouver les histoires? On peut trouver les histoires dans les faits quotidiens. D'accord. Comme quoi, comme ça? Euh, bon, les fléaux sociaux, les faits sociaux, la tradition. OK. Ghislaine, où est-ce qu'on peut trouver les histoires que nous allons raconter, nous-mêmes nos histoires? Mais des thèmes. Oui, Tout peut être sujet d'histoire, non? oui, tout peut être sujet d'histoire. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, nous-mêmes, notre propre histoire, notre vie, notre profession, notre milieu de travail, nos amis, D'accord, la famille, d'accord, les rencontres, les voyages, si on a découvert quelque chose qui est intéressant, OK, des sujets d'ordre généraux. d'accord, Par exemple, je prends la paix, la d'accord, résilience. OK. Voilà. Qui d'autre veut ajouter? Nicole? Oui. Si ce n'est pas notre propre histoire, on peut trouver la presse, Je n'ai pas bien entendu. les livres. On peut trouver dans les livres, hein, c'est ça? Oui. D'accord, super. Donc, pour trouver les histoires, on peut trouver les histoires dans tout ce qui est première fois pour nous. Ça peut être le premier jour d'école, le premier jour dans un nouvel emploi, la première présentation importante, le premier management d'une équipe, le premier pas à Toastmasters, le premier discours que nous avons fait, la première fois où l'on a dragué, la première fois où on a rencontré telle ou telle personne, la première fois où nous avons rencontré telle ou telle chose à l'église. Donc, quelle est votre plus grande première fois au travail, par exemple? La première fois que j'ai emprunté le bus. Dans tout ce qui est première fois, il y a quelque chose qui nous a marqué, forcément. La première fois que j'ai pris une voiture pour faire 10 kilomètres, donc je vais raconter tout ce qui s'est passé autour, le stress, la façon dont je tremblais. J'étais dans un véhicule climatisé, mais je transpirais. Tous mes sens étaient vifs. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'histoires dans vos premières fois. La première fois, vous avez participé à un concours de discours. La première fois, vous avez géré tel ou tel projet. Après, nous avons les échecs et les obstacles, le réservoir de la résilience. Ici, on a beaucoup plus de sujets que l'on a vécu.
Donc, on peut trouver beaucoup de sujets ici, dans cette catégorie-là. Les échecs et les obstacles, nous en vivons chaque jour. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose, soit qui nous échappe, ou bien il y a un obstacle que l'on réussit à surmonter. Il y a forcément quelque chose à dire dessus. Un projet qui a mal tourné, un non, refus d'un client, d'un partenaire, d'un amoureux ou amoureuse, un conflit que vous avez mal géré. Pour pouvoir trouver ce qu'il faut raconter, c'est quel est l'échec qui m'a le plus fait grandir. Quel est l'échec qui m'a le plus fait grandir? Après cela, nous avons le réservoir d'inspiration, les mentors et les déclics. Un manager, un collègue, un mentor, un ancien, ou même un client qui vous apprend quelque chose de crucial. Une phrase dans un livre, une citation, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose comme ça en passant. Je me souviens, dans un village reculé, une jeune fonctionnaire, elle était institutrice. C'est elle-même qui l'a rappelé, hein, longtemps après, qu'elle passait de mauvais moments. C'était une causerie banale, peut-être 2, 3 minutes. Et je lui ai dit, si tu n'apprends pas à aimer là où tu es, tu vas vivre un mauvais moment. Parce qu'elle passait tout son temps à s'apitoyer sur son sort. Pourquoi est-ce qu'elle est dans une zone reculée? Je lui ai simplement dit, si tu ne changes pas et que tu n'apprends pas à aimer là où tu te trouves, c'est vrai, tu vas partir, mais tu n'iras pas tout de suite. Et le temps que tu vas passer, tu vas mal le passer. Donc, vous voyez, cette seule phrase-là a créé un déclic dans son cerveau. Une observation, ça peut être quelque chose qui est anodin, mais lorsque vous voyez, ça crée quelque chose en vous. Qui ou quoi m'a marqué par une simple phrase ou un simple geste? Quelqu'un vous a forcément aidé quelque part où vous étiez coincé. Une aide désintéressée, mais qui a été d'un grand levier dans votre vie. Si vous regardez, si vous fouillez, vous allez trouver. Voici les endroits où l'on retrouve, où l'on récupère, où l'on a des histoires. Maintenant, quand vous avez fini tout ça, il y a aussi des moments de victoire, le réservoir de la fierté. Vous avez réussi beaucoup de choses. Si vous êtes en vie même actuellement, c'est que déjà vous avez réussi. Réussi contre la mort. Parce que toujours la mort nous guette et nous poursuit. Vous avez forcément mené à bien quelque chose de complexe. Vous devez célébrer vos victoires. Vous pouvez utiliser vos victoires pour pouvoir raconter des histoires. Ne vous dites pas non, c'est une petite histoire. Il n'y a pas de petite, sans fin, c'est une petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Toutes les victoires sont de bonnes victoires.
C'est lorsqu'on rassemble les petites victoires qu'on a la grande victoire. Imaginez-vous un étudiant au cours de l'examen, mais c'est le fait de trouver question petit 1, petit 2, petit 3, petit A, petit B. Ce sont les 0,5 points, 0,5 points, 1 point, 2 points, 0,5 points. C'est quand on rassemble tout ça, on dit là 17 ou 18 sur 20. Donc, avoir une petite victoire, ce n'est en réalité pas petit. Ici, on l'amène dans le contexte macro. Vous avez fait votre discours. En réalité, c'est une victoire. Vous pouvez raconter comment est-ce que ça s'est passé, les peurs que vous aviez au milieu. Pour pouvoir trouver, vous devez vous poser la question de quel succès, modeste soit-il, suis-je le plus fier ou la plus fière? Vous avez beaucoup de succès. Regardez et puis choisissez. En fonction, bien sûr, du discours pour pouvoir illustrer ce que vous dites. Et il faut savoir que dans le fait de raconter les histoires, il y a comme un véhicule et puis il y a la destination. Le véhicule permet de convoyer les participants ou ceux qui sont à l'intérieur vers une destination. Que représente l'histoire et que représente le message? L'histoire représente le véhicule, mais le message est la destination. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'histoire qui est le message, non. Ce n'est pas parce qu'on raconte une histoire que c'est ça que nous devons garder, non. Il y a un message que l'on a à passer. Et pour ce message-là, on utilise un canal qui est l'histoire. L'histoire nous permet d'aller plus rapidement et de plus durablement. Sinon, on peut raconter l'histoire de façon plate. On peut raconter ou parler de notre message de façon simple, de façon basique, avec les statistiques, comme nous l'avons vu. Mais si nous utilisons une histoire, nous utilisons un véhicule qui va nous permettre d'avoir un impact durable. Qu'est-ce que je veux que mon public retienne, pense ou ressente? C'est en fonction de ça que je vais aller chercher et choisir mon histoire. C'est pourquoi j'ai dit que souvent certaines histoires vont être adaptées. Parce que si vous regardez dans tout ce que vous avez comme ressources d'histoire et que vous n'avez pas l'élément que vous souhaitez, vous pouvez modifier l'une de vos histoires pour que ça concorde avec le contexte. Maintenant, sinon aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser les différents réservoirs dont nous avons parlé. Il y en a 4. Vous pouvez utiliser des histoires de d'autres personnes. C'est-à-dire, même si ce n'est pas vous-même qui avez vécu l'histoire, vous pouvez utiliser une histoire de d'autres personnes que vous avez vues et que vous racontez. Pour le faire, on utilise la théorie des 3 V. C'est le même Albert Mehrabian qui a mené cette étude. Nous avons tout ce qui est verbal, tout ce qui est vocal et tout ce qui est visuel. Il nous dit que de toutes les communications humaines, ce qui est visuel compte 55%, ce qui est vocal compte 38% et le verbal ne compte que 7%. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez rédiger, vous allez faire des nuits blanches pour rédiger votre discours, c'est 7% seulement des mots qui vont rester. Le son, le débit va être
de 38% et tout ce qui est langage corporel de 55%. Ce que les gens entendent, ce que les gens voient, ce que les gens ressentent. Ce que les gens voient va être plus grand. La voix, une volontaire pour lire. Est-ce que j'ai une volontaire pour lire? Sarah? Oui. On y va pour la lecture. V comme voix, la mélodie de l'émotion, le volume, chuchoter pour créer du suspense ou de l'intimité, hausser le ton pour marquer la colère, l'excitation ou un point culminant. Le débit, ralentissez sur les moments importants, les prises de conscience. Et là, j'ai compris. Accélérez légèrement pour décrire une action ou une panique. Les silences. C'est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant. Un silence bien placé avant une révélation crée de l'anticipation. Un silence après une phrase clé laisse le temps à l'émotion de s'installer. Un silence, ça s'écoute. OK. Donc, nous voyons que la voix, en réalité, donne beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Si vous êtes en train de parler, il faut pouvoir à la fois régler le volume de votre voix. Il faut régler le débit. Donc, le débit, ça va être la rapidité. Est-ce que vous allez pouvoir parler rapidement alors que c'est quelque chose qui nécessite une lenteur? Si on est en train de parler, qu'on doit marquer, par exemple, des chuchotements, il va falloir nous aussi chuchoter. C'est ce qui va rendre la chose intéressante. Il faut en réalité vivre ce que nous sommes en train de dire. Il faut vivre ce que nous sommes en train de dire. Et il faut expliquer aussi ce que l'on vit lorsqu'on raconte une histoire. Au lieu de dire, il était essoufflé, et puis on continue, il était essoufflé. Nous-mêmes, on montre qu'on est essoufflé avec la gestuelle qui va avec. Notre corps est, nous sommes nous-mêmes essoufflés. Voilà comment est-ce que vous devez faire. Et par moments, mettre des silences. Les silences vont permettre aux gens de pouvoir recevoir ce que vous avez eu à dire. Surtout quand vous dites quelque chose de très important, il faut à la fin mettre quelques silences. Le silence aussi va nous permettre de pouvoir créer le suspense. Il faut pouvoir mettre le silence. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui veut dire « j'étais terrifié ». S'il dit pendant qu'il est en train d'expirer, et s'il dit quand il coupe la respiration, je vais demander à Sarah de continuer. Dites « j'étais terrifié » pendant que vous êtes en train d'expirer. Sarah, on ne vous reçoit pas. Si, je vous reçois. Vous demandiez de faire quoi? Dites « j'étais terrifié » en expirant. J'étais terrifiée. OK. Maintenant, dites la même chose. J'étais terrifié. Cette fois-ci, vous coupez votre respiration et puis vous dites terrifié. À quel moment je coupe ma respiration? Au moment où vous allez dire. J'étais... D'accord, voilà un peu à quoi ça ressemble. J'arrête. Donc, si je dis j'étais terrifié, ça c'est la première version. J'étais terrifié. Et vous voyez, je coupe ma respiration et puis
Je dis terrifié. Le terrifié ne va même pas sortir directement parce que comme j'ai coupé ma respiration, ça sort sous forme saccadée. Réessayez maintenant. C'est sur le J'étais mot terrifié qu'on coupe la terrifiée. respiration. Voilà. Oui. J'étais terrifiée. Vous avez respiré. Il faut couper la respiration. Comment on fait Ce sont pour des savoir? exercices, effectivement. Donc, quand je mets, c'est-à-dire, je coupe même avant de dire, j'étais terrifié. J'étais terrifié. Vous allez voir que l'impact n'est pas le même. L'impact sur le public n'est pas le même. Ils auront l'impression que je suis en train de vivre cette peur-là pendant que je suis en train de parler. Nous allons avancer sur le deuxième. On y va? DTM, est-ce qu'on peut poser une question? Oui, allons-y, posez votre question. Oui, vous m'entendez? Oui, je Oui, vous par reçois. rapport à la voix. En fait, moi, j'ai encore ce souci-là. On me reproche très souvent dans mes discours, en fait, de ne pas faire de variétés vocales. D'accord. Bon, j'avoue que, voilà, souvent, je ne sais pas comment m'y prendre. Même quand je veux le faire, je ne suis pas naturelle. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des techniques vraiment par rapport à la variété vocale? D'accord. Oui, il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques pour la variété vocale. Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que on ne respire pas à tout moment dans la phrase. Quand on a une phrase, on ne respire pas à tout moment. Pendant qu'on est en train de parler, je vais chercher, par exemple, une fable quelque part là-bas et puis on va voir comment est-ce que vous faites cet exercice-là. Je vais prendre le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. D'accord, j'ai mon histoire. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, je suis là, Super. je suis là. Il y a une grande pluie qui est en train de tomber chez moi ici. J'espère que ils vont pas couper le courant. Ouais, il pleut partout. Ah, La d'accord. pluie, Donc, allons-y. oui. Allons-y avec une lecture. Faites l'effort de faire la variété vocale. Je vais, par cet exercice, montrer à tout le monde comment on fait la variété vocale. Maître Corbeau, sur une perchée, tenait à son bec un fromage. Maître n'a pas l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur le Corbeau. Monsieur du Corbeau, pardon. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. OK. À Donc, ces on mots, s'arrête là d'abord. On s'arrête là. D'abord, pour ce que moi je vois, vous faites bien de la variété vocale. ah bon, Oui. Maintenant, peut-être que quand vous êtes en situation réelle de discours, vous êtes un peu stressé ou bien vous êtes pressé. Ça peut arriver. Donc, comme on vous l'a reproché plusieurs fois, maintenant, il va falloir faire attention. C'est-à-dire être conscient que vous faites l'effort d'y ajouter de la variété vocale. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. bon, Sans mentir,
Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix dehors de ses bois. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a changement de narratif. Vous voyez, au début, on a quelqu'un qui parle. C'est le narrateur. Maître Corbeau, il décrit la scène. Sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. 2 points, c'est que le renard qui parle maintenant. Donc, on va changer de rythme et même de timbre de voix si l'on est capable de cela. Est-ce qu'on comprend? Oui, Donc, je voilà vois comment bien. on va faire. Maintenant, dans le narratif où il n'y a pas de plusieurs personnages, donc où il n'y a pas plusieurs voix, là, ça va être de faire l'effort de respecter la ponctuation. En respectant la ponctuation et en faisant l'effort de vivre ce que l'on est en train de dire, ça va nous faire de la variété vocale. Reprenez avec les informations que je viens de vous donner, on va voir. Maître Corbeau, sur la perche, tenait à son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. OK, point. Ici, vous êtes bien parti, vous avez fait la variété vocale, vous avez utilisé un timbre légèrement différent du narrateur, mais quand vous avez fini, bonjour monsieur du Corbeau, vous êtes joli, vous me semblez beau, à partir de sans mentir, vous êtes revenu avec la voix du narrateur. Ah, d'accord. Vous êtes revenu avec la voix du narrateur. Donc, vous devez finir de parler comme le renard. Et c'est quand le narrateur revient parler que vous revenez avec la voix du narrateur. Donc, ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez utiliser sur les fables, les contes de ce genre pour pouvoir vous améliorer. Vous enregistrez, vous écoutez, ou bien vous demandez à quelqu'un à côté de vous de faire attention aux différents passages de voix. C'est bon? OK, d'accord. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde, hein? J'espère. Donc, maintenant que nous avons ça, numéro 2, allons-y, Sarah, pour la lecture. Le regard, c'est le lien numéro 1. Regardez la caméra, objectif, et non pas votre propre écran. Pour votre public, c'est comme si vous le regardiez dans les yeux. C'est direct et engageant. Les expressions du visage, excusez-moi. Elles doivent refléter l'émotion de l'histoire. Si vous parlez d'une déception, votre visage doit le montrer. Si vous parlez d'une surprise, écarquillez les yeux, souriez si c'est joyeux. La posture. Tenez-vous droit, légèrement penché vers l'avant. Cela dégage de la confiance et de l'engagement. Évitez de vous balancer ou de gigoter. Merci beaucoup. Donc, le visuel, c'est le langage du corps, c'est ce que les autres voient. C'est ce que les autres voient et c'est très, très, très important. Vous voyez, je ne peux pas être en train de faire un discours où ce que je dis est en contradiction avec ce que je fais. J'enlève l'écran pour que vous puissiez me voir. Je ne peux pas être en train de faire un discours où je parle, par exemple, j'ai dit oui et puis ma tête fait comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous me voyez bien d'abord? J'espère que je suis encore bien blanc. Je me mets en avant. Donc, je ne peux pas être en train de faire un discours et puis je dis oui, j'aime. Et puis ma tête fait ce signe-là. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Ce n'est pas cohérent. Donc, il faut que mon corps reflète exactement ce que je suis en train de dire. Ma gestuelle doit aller avec. Si je veux, dans mon histoire, parler de quelqu'un qui a mal au ventre, je ne peux pas attraper ma tête et puis je dis, j'avais très mal au ventre. Ce n'est pas cohérent.
c'est d'attraper mon ventre et de faire comme si j'avais mal au ventre, j'avais des douleurs tellement grandes. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, les gestes doivent aller avec ce que je suis en train de dire. Il faut que le contenu en termes de gestes et d'occupation scénique reflète ce que vous êtes en train de dire. C'est très, très, très important. Parce que c'est ça que les gens vont retenir un peu plus, ce qui est visuel. Votre posture, si vous êtes là-bas, que vous faites pitié, tout le monde va savoir que vous faites pitié. Les expressions du visage ne se cachent pas. Après, on a maintenant quoi? On a les verbes lecture, tout ce qui est verbal. Puis aller. Oui, allons-y. V comme verbe. La peinture mentale. Utiliser des verbes d'action et du langage sensoriel. Au lieu de dire j'étais stressé, dites je sentais mon cœur battre à tout rompre comme mes côtes. Sensation physique. Au lieu de c'était un échec, dites j'ai vu le projet s'écrouler sous mes yeux. Image visuelle. Au lieu de j'ai compris, dites la solution m'a frappé comme une évidence. Métaphore physique. OK. Donc, c'est un peu ça. Il faut revoir ces structures de phrases. Il faut revoir ces structures de phrases. Ne dites pas les choses simplement comme ça. Non, 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 il faut souvent appuyer. Nous sommes toujours, bien sûr, dans le cadre de l'histoire. Et pour vous montrer que c'est quelque chose que nous faisons tout le temps, j'ai utilisé le discours d'une de mes mentorées. C'est un vrai discours qu'elle doit présenter. Et je lui avais fait des recommandations en termes de tournure de phrases que je vais vous montrer, que vous allez voir un peu à quoi cela ressemble dans la pratique. Oui, on va continuer avec la lecture. Allons-y. Qui lisait? Je crois que c'était Nicole, on y va. La partie gauche. Je vais garder le reste des La partie gauche. D'accord. Cet enfant de 12 ans s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien avec ses frères et sœurs et leur mère. Il est entré en classe de 6e avec toutes les promesses d'un avenir heureux. Il revient au village pendant les vacances de Noël. Il trouve son père gravement malade, puis c'est l'annonce de sa mort. Le petit Ake a vu ses oncles et ses tantes s'emparer de tout ce qui est dans la maison, ainsi que dans les champs de café et de cacao, qui étaient leur source de subsistance durant la vie du père. Les oncles et les tantes leur ont dit qu'ils n'avaient plus droit aux biens de leur père, mais qu'ils pouvaient rester dans la maison paternelle. Le jeune Ake a commencé à se poser des questions. Comment va-t-il retourner en ville à la fin des vacances scolaires de Noël? Qui va payer son transport retour à la ville? Qui va lui donner l'argent pour sa cantine scolaire et son transport de l'école à la maison en ville? Il était désemparé. Que faire?
Merci. On va lire maintenant la version améliorée. Ce n'est pas une version que j'ai améliorée dans le sens pour venir faire cette formation, sinon j'aurais peut-être mieux fait. Vu que je ne devais pas m'éloigner du style de mon mentoré, parce que c'est aussi ça. Donc, j'ai respecté son style, mais j'ai juste amélioré quelques phrases. Lisons maintenant la partie de droite. Allons-y avec la partie de droite. Je continue? Oui. C'est le cas du petit Ake, un enfant de 12 ans en classe de sixième, plein de rêves et d'espoir. Il rentre au village dans le sud de la Côte d'Ivoire pour les vacances de Noël, mais tout bascule. Son père, gravement malade, s'éteint quelques jours plus tard. À peine le deuil commencé, les oncles et les tantes s'emparent de tout. Comptes bancaires, meubles, champs de café, de cacao, laissant la veuve et les enfants sans ressources. Vous pouvez rester dans la maison, mais les biens de votre père ne vous appartiennent plus, disait froidement l'un Disait-il d'entre eux. froidement. Disait-il froidement. Alors Ake, encore enfant, se met à réfléchir. Qui va payer mon transport retour en ville? Ma cantine? Comment vais-je vivre? Ce petit qui rêvait d'un meilleur avenir se retrouve face à la dure réalité de la vie d'un orphelin. Sans repère, sans soutien, mais avec une question qui l'empêche de dormir. Que va-t-il devenir? Il est désemparé. Que faire? OK, merci beaucoup pour la lecture. Donc, voilà les deux éléments que nous avons. Quand on regarde, on voit que il y a les structures de phrases ont été quelque peu modifiées. Parce que quand c'est modifié de cette façon, on peut faire de la variété vocale. Imaginez quand on dit le petit taquet a vu ses oncles et ses tantes s'emparer de tout ce qui est dans la maison, ainsi que, tant, ils étaient source de subsistance. Les oncles et les tantes encore leur ont dit qu'ils n'avaient plus de biens. Vous voyez, je n'ai pas la possibilité même de faire la variété vocale telle que c'est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que la forme, la structure narrative ne, ne m'arrange pas, ne me permet pas de faire véritablement de la variété vocale. Entre-temps, quand je change et que je modifie un peu la structure, ça me permet de faire la narration. C'est-à-dire, je ne vais pas dire les oncles et les tantes ont dit, je dis ce qu'ils ont dit. Donc, comme je dis ce qu'ils ont dit, je peux utiliser une voix particulière pour dire ce qu'ils ont dit. Ou bien je peux même dramatiser. C'est pourquoi je dis, vous pouvez rester dans la maison, mais les biens de votre père ne vous appartiennent plus. Vous voyez, en faisant de cette façon, ça me donne la latitude de faire une très bonne variété vocale. Là où il y a de l'énumération, c'était où le petit Aké a vu ses oncles et ses tantes s'emparer de tout ce qui est dans la maison, ainsi que les champs de café, de cacao. La modification a donné quoi? À peine le deuil commencé, les oncles et les tantes s'emparent de tout. Compte bancaire, meubles, champs de café, de cacao, laissant la veuve et les orphelins sans ressources. Vous voyez que la structure, la façon dont c'est dit même, ça permet de mieux comprendre. À la fin, ce petit qui rêvait d'un avenir
meilleur, se retrouve face à la dure réalité. Au lieu de dire, commence à se poser des questions. Comment va-t-il retourner en ville? C'est-à-dire, si je devais regarder exactement la même situation, j'ai dit, commence à se poser des questions. Comment je vais faire pour retourner en ville à la fin des vacances? Comment je vais payer? C'est-à-dire, on se met dans la peau du personnage. Ça nous permet de pouvoir faire de la variété vocale. Mais si on dit comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va, on n'a pas la possibilité de faire de cette façon de la variété vocale. Est-ce qu'on voit un peu comment est-ce qu'on transforme nos discours? Donc, d'abord, ce que vous allez faire dans vos discours, vous allez écrire votre discours comme vous avez l'habitude de faire. Et puis maintenant, après, vous allez prendre chaque partie, là où il y a des histoires, vous allez transformer les histoires en mettant, par exemple, le style direct, et puis en mettant cela au présent. Ça nous permet de pouvoir savoir que ce n'est pas quelque chose de très lointain, mais on a l'impression qu'on est là et puis on est en train de vivre l'histoire. S'il y a plusieurs personnages, on ne va pas dire telle personne, il faisait ci ou faisait ça. Non, telle personne dit ceci, on dit ce que la personne dit. L'autre dit ceci, on dit ce que la personne a eu à dire en faisant l'effort de changer de voix. Tout ça, ça nous permet de faire naturellement la variété vocale. Est-ce que c'est bon? Nous avons maintenant terminé avec ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on éclaircisse quelque chose, je pense que c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. C'est une expression qui revient. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si je peux ouvrir Maître, Sarah, oui, Oui, j'avais une question. on y va avec votre question. Que faire quand on a le trac, on a le cœur qui bat, la voix tremblante, on ne peut même pas même ouvrir la bouche. Ça, c'est, on va dire, c'est la première chose. Même quand je suis derrière le téléphone, j'ai du mal. Dès que j'entends mon nom ou je dois prendre la parole, je suis bloquée, stomaquée. Comment on fait pour vaincre le trac? D'accord. Pour vaincre ce trac-là, ce que vous devez savoir, c'est que le trac, en réalité, il est bon pour nous-mêmes parce qu'il nous montre que, j'ai envie de dire, nous sommes vivants et que nous prenons surtout en considération l'intervention que nous allons faire. Nous prenons cela en considération. Comment faire pour ne pas que ce trac ou cette peur vienne mélanger tout? Parce que, comme on le dit, l'excès nuit. C'est déjà de vous dire des choses positives. Quand vous venez prendre la parole, dites-vous que ceux qui sont en face de vous sont des gens qui veulent que vous réussissiez. Est-ce que l'on peut quitter chez lui et venir pour venir écouter quelque chose qui n'est pas bon? Non. Donc, ceux qui viennent, ceux qui sont assis devant vous, en réalité, leur prière, c'est que vous fassiez déjà quelque chose de bon pour eux. S'ils sont vos amis, pourquoi donc vous avez peur? Dites-vous, si c'est une présentation, que si c'est à vous de le faire, c'est que vous êtes la meilleure personne pour faire cette présentation-là. C'est pourquoi c'est vous qui avez été désigné parmi les multitudes de personnes qu'on peut avoir. Si c'est un discours, c'est vous qui êtes l'oratrice la plus aguerrie et la plus forte pour pouvoir faire ce discours-là, si c'est en entreprise, par exemple. Si c'est chez Toastmaster, je vais dire que vous n'avez même pas à avoir peur parce que c'est ici qu'on vient pour s'entraîner. C'est à Toastmaster qu'on vient pour apprendre. Donc, si vous êtes dans un environnement Toastmaster, au contraire, c'est là même que vous devez faire vos erreurs pour qu'on puisse vous dire ce que vous faites de moins bien. Et puis, on va vous dire aussi comment vous devez faire pour améliorer. L'une des choses qu'il faut éviter quand on vous donne la parole, surtout en présentiel, c'est de courir pour aller au lutrin. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes le font, mais ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas vous presser pour aller au lutrin. Si vous savez que vous êtes bon et qu'on va vous donner la parole, bien avant qu'on vous donne la parole, rapprochez-vous.
Mais ne soyez pas loin et puis on va dire, oui, bon, voilà, on donne la parole à Sarah Sako. Et puis vous êtes à 1 kilomètre. Comme tout le monde vous regarde, vous allez vouloir courir. Vous courez, vous gâtez tout. Parce que quand vous courez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous courez, vous accélérez votre rythme cardiaque. Si vous accélérez votre rythme cardiaque, avant d'arriver au lutrin, vous êtes déjà fatigué parce que vous serez essoufflé. Si vous êtes essoufflé, vous ne pouvez pas faire de discours. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, même si tout le monde est là, j'ai envie de dire, même si le président de la République est là, que vous êtes au fond de la salle et qu'on vous appelle, marchez pour venir. Marchez lentement surtout. Ça va vous permettre de pouvoir garder votre pression artérielle dans dans sa normale. Vous serez stressé, mais en plus du stress, il n'y a pas le rythme rapide du sang augmenté par la course des dents. Voilà quelques petites techniques que je peux vous donner. Maintenant, si vous sentez que vous êtes trop essoufflé, pratiquez les méthodes de respiration. En temps normal, on respire un temps, on expire un temps. Ce que vous pouvez faire, c'est de respirer, par exemple, en 4 temps. Donc, vous inspirez en 4 temps, vous bloquez en 4 temps et puis vous expirez en 8 temps. C'est-à-dire le temps d'expiration doit être plus long. Donc, si j'inspire comme ça, 1, 2, 3, 4, je bloque 1, 2, 3, 4 et puis j'expire en 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le fait d'expirer longtemps vous permet de vous détendre. Donc, pour l'exercice d'expiration, enfin, d'inspiration et d'expiration, le temps d'expiration doit être plus long. Ça vous permet de vous détendre. Mais si c'est la même chose, ça veut dire que c'est pas bon. Voilà. Il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est-à-dire que vous prenez l'air, vous pouvez bloquer quelques secondes et puis vous relâchez pendant longtemps. Ça permet de réguler aussi rapidement le rythme cardiaque. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que c'est bon déjà, Sarah? Et puis, est-ce qu'on a des questions encore? Oui, Est-ce que c'est bon? oui, je peux toujours. Oui, Achille, allons-y. Oui, merci DTM. En fait, c'est une remarque que j'ai faite depuis que je suis rentrée à Toastmasters. Je me rends compte que pour la plupart, lorsque vous prenez la parole, à commencer par vous-même, vous parlez lentement, posément, avec les mots prononcés pratiquement dans toutes les lettres. Est-ce que c'est cette méthode-là qui est recommandée pour être un bon orateur? D'accord. Il n'y a pas de méthode recommandée pour être un bon orateur parce que chaque orateur est particulier. Il y a des gens qui débitent tout rapidement un coup. Et il y a nous autres qui marchons avec prudence. En réalité, c'est ça. Donc, comme je veux être prudent, au début, il faut que je fasse attention. Parce que souvent, quand vous posez les questions, ce n'est pas que les réponses sont là comme ça. Il faut réfléchir d'abord pour trouver. Et la méthode pour réfléchir sans être bloqué, c'est de parler lentement. Je n'avais même pas fait attention à ce que vous êtes en train de dire de moi. Mais si vous le dites, c'est que c'est ce qui est. Si c'est le cas, c'est que je prends le temps simplement de réfléchir. Et quand c'est bon, j'accélère. Aussi Ok, simplement. merci beaucoup. Des questions, des questions, des questions. D'accord, vu qu'il n'y a plus de questions et que j'ai épuisé le temps que j'avais annoncé, je vous ai dit 1h30, nous avons exactement fait 1h30. Je vais donc arrêter l'enregistrement maintenant.